Lorsque la timide et réservée Myra Hindley, âgée de 18 ans, a commencé à travailler pour une entreprise de produits chimiques en gros, appelée 1000 Watts, en janvier 1961, elle n'avait aucune idée que le cours de sa vie allait changer radicalement. Elle est tombée amoureuse de son collègue Ian Brady et a rapidement été entraînée dans son univers sombre de torture, de perversion et d'horreur. Ian Brady et Myra Hindley sont deux des tueurs en série les plus connus et les plus cruels de Grande-Bretagne. Mais la mort de ce couple meurtrier a laissé de nombreuses questions sans réponse. Qui étaient Ian Brady et Myra Hindley, et qu'est-ce qui les a poussés à tuer ? Nous allons tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres en plongeant dans la vie et les crimes des meurtriers des Landes. Ian Brady est né Ian Duncan Stewart le 2 janvier 1938 à Glasgow, en Écosse. Bien que l'identité de son père biologique soit incertaine, la mère de Brady, Margaret Paddy Stewart, était serveuse dans un salon de thé et a eu son fils hors mariage. Elle affirmait que le père de Brady était un journaliste décédé 3 mois avant la naissance de son fils. Sans l'aide financière de son mari et avec peu de soutien, Peggy a eu du mal à s'occuper de son nouveau-né. En conséquence, elle a été forcée de s'en séparer. Il a été élevé par un couple du coin, Mary et John Sloan, qui avaient déjà 4 enfants à eux. En rejoignant la famille Sloan, Brady a adopté leur nom de famille. Tout au long de son enfance, sa mère a continué à lui rendre visite. Les archives de l'enfance et de l'adolescence de Brady suggèrent que, bien qu'il ait eu des problèmes de comportement et soit rapidement entré dans une vie de petite délinquance, il ne présentait pas les signes habituels d'un tueur en série. Il n'a pas été maltraité, n'a jamais été impliqué dans des incendies criminels, et il a nié s'être jamais livré à des actes de violence envers les animaux. Il a raconté au Dr Chris Crowley dans son livre « Face to Face with Evil, Conversations with Ian Brady » que lorsqu'il était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait exploré une église bombardée dans les Gorbals et était tombé sur un petit oiseau allongé dans les rues. Je me suis approché doucement pour ne pas l'effrayer, assez près pour voir qu'il respirait apparemment et dormait. J'ai tendu la main pour le prendre. Soudain, quelque chose de subconscient a figé mon mouvement. Alors que je restais debout à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser, j'ai reconnu la douce odeur de putréfaction et j'ai touché prudemment l'oiseau avec ma chaussure. C'était un réceptacle grouillant d'asticots, ma première leçon sur la tromperie de la nature et de la vie. Le dégoût fit place à la pitié et j'ai construit une tombe autour de lui avec des briques. Je suppose que cela a donné naissance à la fable stéréotypée selon laquelle j'aurais un jour enterré un chat vivant. Pourtant, de nombreux journaux à sensation rapportent que Brady a tué des animaux et a mis le feu à des camarades de classe, bien que leur source soit inconnue. Vers l'âge de 9 ans, Brady accompagna la famille Sloan lors d'un voyage au Loch Lomond, où il découvrit la joie et la liberté de la vie en plein air. Quelques mois plus tard, lui et les Sloan ont déménagé dans un nouveau logement social, dans une cité de relogement à Pog, Glasgow, et il s'est inscrit à la Shorelands Academy, une école secondaire pour élèves au-dessus de la moyenne. Cependant, à l'adolescence, le comportement de Brady changea. À l'âge de 15 ans, il a quitté l'école après être passé 2 fois devant le tribunal pour mineurs pour cambriolage. Il a ensuite travaillé quelque temps comme garçon à tout faire au chantier naval Harland et Wolff à Governor, avant de prendre un emploi de garçon de course chez un boucher. À peu près à la même époque, il a été placé dans un foyer de détention provisoire. Mais il a ensuite été arrêté pour une autre infraction mineure et a été placé en probation. Selon certains rapports, il avait 9 chefs d'accusation contre lui lorsqu'il est passé devant le tribunal cette fois-ci, et ses conditions de probation comprenaient qu'il soit envoyé vivre avec sa mère biologique, qui résidait désormais à Manchester, en Angleterre. Apparemment, à Glasgow, Brady avait une petite amie, mais la relation s'est terminée lorsqu'il l'a menacée avec un couteau à cran d'arrêt après qu'elle ait dansé avec un autre garçon. C'est l'un des actes de violence les plus marquants de Brady durant son adolescence. À Manchester, Brady a découvert que sa mère s'était mariée avec un marchand de fruits irlandais,
nommé Patrick Brady, et il a adopté le nom de famille de son nouveau beau-père. Patrick a également pu obtenir à Brady un emploi de porteur de nourriture au marché de Smithfield. Mais moins d'1 an après son arrivée à Manchester, il a été surpris avec un sac de scellés en plomb qu'il avait volé et qu'il essayait de faire sortir en douce du marché. En parlant de nouveau avec le Dr Crowley, Brady se souvient « J'ai eu ma brève, mais rude leçon, en 1955. Strangeways m'a ouvert les yeux et j'ai ouvert des livres de la bibliothèque, recrutant et organisant. Pour son crime, Brady a passé 3 mois à Strangeways, une prison pour adultes, bien qu'il n'ait pas encore 18 ans. Il a ensuite passé du temps à Latchmore House, à Londres, un camp de prisonniers de guerre qui avait auparavant servi à détenir des prisonniers allemands pendant la guerre, ainsi qu'à Hatfield Borstel, situé dans le Yorkshire. Brady a ensuite purgé une peine à la prison de Hull, après avoir été découvert ivre à cause de l'alcool qu'il avait fabriqué. La prison de Hull était connue pour être extrêmement dure à l'époque, et des exécutions y avaient encore lieu dans les années 50. Il aurait apparemment été conduit devant la potence, mais cela ne lui a pas inspiré la peur que les autorités auraient sans doute souhaité lui inculquer. Au lieu de cela, il a semblé le prendre comme une menace. Selon les mots du Dr Crowley, il a réagi avec une volonté claire de s'en prendre à eux avant qu'ils ne s'en prennent à lui. Brady a été libéré de prison le 14 novembre 1957. Il est ensuite retourné à Manchester et a pris un emploi d'ouvrier. Mais il a rapidement découvert qu'il détestait cela. Il a également été licencié en tant qu'employé dans une autre brasserie. Comme l'a écrit Duncan Staff dans son livre « Le garçon perdu », Brady a commencé à collectionner des livres afin de s'améliorer. Mais il ne se contentait pas de lire de simples romans de fiction quelconque. Il rassemblait un ensemble de livres de comptabilité et de manuels d'instruction qu'il étudiait seul dans sa chambre pendant des heures. Il utilisait les livres pour se construire un monde à lui. Il semblait apprécier d'apprendre et d'étudier des points de vue qu'il n'avait peut-être jamais examinés auparavant, lisant des livres comme « Apprenez l'allemand par vous-même » et « Mein Kampf », ainsi que plusieurs autres sur les atrocités commises par les nazis. En janvier 1959, il a postulé pour un emploi chez Millwards, une entreprise de distribution en gros de produits chimiques située dans le quartier de Gorton, à Manchester. Il a obtenu le poste et était considéré par ses collègues comme quelqu'un de discret et ponctuel. Mais ils ont également remarqué son tempérament colérique. 2 ans plus tard, Myra Hindley, âgée de 18 ans, a rejoint Millwards. Myra est née le 23 juillet 1942, dans la banlieue de Manchester, à Crumsell, de Nellie et Bob Hindley. Elle a grandi à Gorton, qui était alors connu comme un quartier ouvrier de la ville, avec des logements insalubres de l'époque victorienne. Son père, Bob, était un alcoolique violent et, avec le manque de richesse de la famille, cela a conduit à une enfance marquée par la maltraitance et les difficultés. Leur maison était en très mauvais état, et Hindley dormait souvent dans un lit simple à côté de ses parents. Lorsque sa sœur Maureen est née en août 1946, les choses ont empiré. La famille ne pouvait pas continuer à s'occuper des 2 enfants, ni n'avait la place pour les 2 sœurs. Alors Hindley a été envoyée vivre chez sa grand-mère quand elle avait 5 ans. La relation de Hindley avec son père était tendue. Bob avait servi dans le régiment de parachutistes pendant la guerre, ce qui l'avait amené à être stationné en Afrique du Nord, à Chypre et en Italie. Homme dur, dépourvu d'intelligence émotionnelle, il s'attendait à ce que ses enfants soient aussi résistants que lui, apprenant à Hindley à se battre et insistant pour qu'elle se défende toujours. Lorsqu'elle avait 8 ans, un garçon du quartier a griffé les joues de Hindley, la faisant saigner. Elle a éclaté en sanglots et a couru vers son père, qui l'a simplement menacé de la battre si elle ne ripostait pas. Hindley a retrouvé le garçon du quartier qui lui avait fait du mal et l'a frappé à plusieurs reprises, le faisant tomber au sol. Malcolm McCulloch, professeur de psychiatrie légale à l'université de Cardiff, a déclaré que sa relation avec son père l'avait brutalisée, ajoutant « Elle n'était pas seulement habituée à la violence à la maison, mais elle en était récompensée à l'extérieur. » Lorsque cela se produit à un jeune âge, cela peut fausser la réaction d'une personne face à de telles situations pour le reste de sa vie. Un autre traumatisme pour la jeune Hindley s'est produit en 1957 alors qu'elle avait 15 ans. L'un de ses amis les plus proches, Michael Higgins, âgé de 13 ans, l'a invité à aller nager avec un groupe d'amis communs dans un réservoir désaffecté de la région. Mais une journée qui devait être pleine de joie et de rire est devenue un cauchemar lorsque Michael s'est noyé. Hindley, qui nageait très bien, s'est blâmé pour ce qui s'était passé et s'est senti coupable de ne pas avoir pu le sauver. Son enterrement aurait eu un effet durable sur elle. Il a eu lieu au monastère Saint-François, sur Gorton Lane, le même endroit où Hindley avait été baptisé enfant.
Bien qu'elle n'ait pas été strictement élevée dans la foi catholique, le père de Hindley avait insisté pour qu'elle soit baptisée bébé. Sa mère, Nellie, accepta à condition qu'elle ne soit pas envoyée dans une école catholique, pensant qu'on ne lui enseignerait qu'un enseignement religieux. Pourtant, Hindley fut attiré par l'église catholique romaine en grandissant et commença à fréquenter l'école secondaire moderne Ryder Bros à Gorton, trouvant du réconfort dans la religion après la mort de son ami. Après les funérailles de Michael, elle commença à suivre des cours pour être officiellement reçue dans l'église et reçut sa première communion en novembre 1958. Certaines sources affirment que Hindley est devenue fascinée par la mort en grandissant, et qu'elle observait des scènes qui auraient dégoûté d'autres personnes, comme des animaux ou des gens blessés, bien qu'il semble qu'elle n'ait jamais causé elle-même ces blessures. Il est possible que cet intérêt se soit développé à la suite du décès de Michael. Une amie d'école se souvient qu'elle n'avait aucune empathie pour les autres. Si quelqu'un se blessait, cela ne la bouleversait. Selon Crime and Investigation, à un moment donné pendant son adolescence, le père de Hindley a subi un accident vasculaire cérébral et est devenu plus grossier envers sa mère. En conséquence, une Hindley furieuse l'attaquait et l'humiliait, de la même manière qu'il l'avait fait avec elle lorsqu'elle était enfant. Le premier emploi de Hindley était celui de commis junior dans une entreprise locale d'ingénierie électrique, où elle faisait des courses, préparait le thé et tapait à la machine. Là-bas, elle était populaire et appréciée, à tel point que lorsqu'elle a perdu sa première paie, les autres filles de l'entreprise ont fait une collecte pour la remplacer. De plus, à 17 ans, Hindley a eu sa première relation amoureuse. Cependant, cela s'est terminé après seulement quelques mois, lorsqu'elle a décidé que le jeune homme était immature et incapable de lui offrir la vie qu'elle désirait. Entre-temps, elle assistait à des cours hebdomadaires de judo, mais elle a constaté que les gens hésitaient à s'entraîner avec elle car elle était incroyablement dure et souvent lente à relâcher sa prise. Elle a ensuite quitté la société d'ingénierie et a accepté un emploi chez Bradbury & Hinchcliffe, un fabricant de machines. Mais elle a été renvoyée après 6 mois en raison d'absences répétées. Il paraît qu'elle a envisagé de suivre les traces de son père en rejoignant l'armée ou la marine, et elle a même pensé à quitter complètement le pays pour traverser l'Atlantique et partir aux États-Unis. Mais elle ne l'a jamais fait, choisissant plutôt d'accepter un poste administratif banal dans sa ville natale. En janvier 1961, Hindley a commencé à travailler chez Millwards comme dactylographe. Bien qu'elle ait été au courant de son casier judiciaire, elle a été attirée par Brady presque immédiatement. Elle semblait apprécier sa sophistication et le fait qu'il était différent de tous les autres hommes qu'elle avait rencontrés. Peu de temps après avoir commencé à travailler chez Millwards, elle a commencé à tenir un journal intime qui retraçait essentiellement son obsession pour Brady. Elle lui a parlé pour la première fois le 27 juillet. Puis, à sa grande surprise, le 22 décembre, Brady a invité Hindley au cinéma. Lors des rendez-vous suivants, le couple allait au cinéma, souvent pour voir un film classé X, puis retournait chez Hindley pour boire du vin allemand, une boisson luxueuse à l'époque pour 2 personnes de la classe ouvrière. Hindley vivait encore à l'époque avec sa grand-mère. Brady a également commencé à donner des livres à lire à Hindley, et pendant leur pause déjeuner, il se lisait à voix haute des passages sur la cruauté nazie. Au cours des mois suivants, Hindley a commencé à se transformer en la femme aryenne idéale, se décolorant les cheveux foncés en blond platine et portant du rouge à lèvres rouge. Elle est devenue renfermée et secrète. Elle a également commencé à s'habiller différemment, privilégiant les jupes courtes, les bottes hautes et les vestes en cuir, devenant une version d'elle-même que personne autour d'elle ne reconnaissait. Elle était désormais bien loin de la jeune fille timide et réservée qui avait commencé à Millwoods en 1961. Elle s'était façonnée pour devenir la femme idéale de Brady. Mais tout n'était pas aussi brillant et étincelant qu'il n'y paraissait. Hindley était préoccupée par certains comportements de Brady. Dans une lettre adressée à une amie d'enfance, elle a raconté l'époque où il l'aurait droguée et agressée sexuellement alors qu'elle était inconsciente. Quelques mois plus tard, Hindley a demandé à son amie de détruire la lettre qu'elle avait envoyée. Écrivant au sujet de son obsession pour Brady à la commission de libération conditionnelle en 1978 et 1979, Hindley déclara « En quelques mois, il m'avait convaincu qu'il n'y avait pas de Dieu du tout. Il aurait pu me dire que la Terre était plate, que la Lune était faite de fromage vert et que le Soleil se levait à l'ouest. Je l'aurais cru. Telle était sa force de persuasion. » Certains rapports sur les crimes du couple et sur la vie de Hindley
disait qu'elle avait été endoctrinée par Brady. Dans les mois qui ont suivi le début de leur relation, Brady et Hindley sont devenus nettement moins sociables. Ils fréquentaient la bibliothèque, empruntant des livres sur le crime, la torture et la philosophie, ainsi que des œuvres de Friedrich Nietzsche, du marquis de Sade, un noble français qui écrivait sur des fantasmes sexuels violents et cruels, et de Fyodor Dostoïevski. Ils discutaient fréquemment de l'idée de braquer des banques et faisaient des plans en ce sens, et Hindley a même passé son permis de conduire pour pouvoir être la conductrice lors de leur fuite. Mais leurs plans n'ont jamais abouti. De plus, Hindley s'est lié d'amitié avec le président du club de tir Chidal, Georges Clitero, et à plusieurs reprises, ils allaient ensemble au stand de tir. Georges Clitero était apparemment intrigué par l'intérêt de Hindley pour les armes à feu, mais il a organisé pour elle l'achat d'une carabine de calibre 22, arme. Elle a ensuite demandé à rejoindre le club de tir au pistolet, mais sa demande a été rejetée, parce qu'elle tirait mal et qu'elle était souvent de mauvaise humeur. Pourtant, elle a réussi à obtenir 2 autres armes auprès des membres du club, dont un Webley 45 et un Smith Wesson 38. Brady et Hindley étaient également connus pour apprécier la photographie. Brady possédait déjà un appareil photo Box Brownie qu'il utilisait pour prendre des photos de Hindley et de son chien Puppet. Mais il a opté pour un modèle plus avancé et a également acheté du matériel de chambre noire et des équipements d'éclairage. Le couple a rapidement emménagé ensemble, Brady rejoignant Hindley et sa grand-mère dans leur maison de Bannock Street. À l'été 1963, la relation et la vie du couple ont changé à jamais, lorsque Brady a commencé à parler du meurtre parfait. Il parlait souvent à Hindley du livre de 1956, Compulsion, écrit par Meyer Levin. Le roman est une version romancée du crime commis par Nathan Leopold Jr. et Richard Loeb dans les années 1920. Leopold et Loeb étaient 2 étudiants universitaires riches qui ont enlevé et assassiné Bobby Franks, âgé de 14 ans, à Chicago, en mai 1924. Ils pensaient que leur plan démontrerait leur supériorité intellectuelle, ce qui leur permettrait de commettre le soi-disant crime parfait sans conséquence. Les 2 hommes ont été condamnés à la prison à vie, plus 99 ans. Loeb a été assassiné en prison par un codétenu en 1936, tandis que Leopold a été libéré sur parole en 1958. Alors que Hindley était obsédé par Brady, Brady n'était obsédé que par l'idée du meurtre parfait. Le 12 juillet 1967, après avoir parlé du désir de Brady pour le meurtre parfait, le couple a élaboré un plan d'action. Brady a demandé à Hindley de louer une camionnette et elle l'a conduite dans les rues de Manchester, tandis que Brady suivait derrière sur sa moto Triumph Tiger Cup, à la recherche de sa victime idéale. Lorsqu'il en repérait une, il faisait des appels de phare. Le couple a emprunté Gorton Lane et Brady a fait signe à Hindley lorsqu'il a aperçu une fillette de 8 ans, seule. Mais Hindley a reconnu l'enfant comme étant une voisine de sa mère, alors elle a continué à conduire. Cependant, un peu après 19h30, ils ont aperçu Pauline Reed, âgée de 16 ans, alors qu'elle descendait Froxmere Street pour se rendre à un bal du quartier. Hindley a ralenti son véhicule et a demandé à Pauline si elle voulait qu'on la dépose. L'adolescente a accepté. Dans la camionnette, Hindley a alors demandé à Pauline si elle pouvait d'abord l'aider à chercher un gant coûteux qu'elle avait perdu sur la lande de Saddleworth. Et encore une fois, l'adolescente, faisant confiance à la femme plus âgée, a accepté. Hindley fera plus tard des déclarations contradictoires sur la personne qui avait réellement choisi leur victime, mais elle a également affirmé qu'elle pensait qu'il y aurait moins d'attention portée à la disparition d'une jeune fille de 16 ans qu'à celle d'une fillette de 8 ans. Il est à noter que Pauline avait fréquenté l'école avec la sœur cadette de Hindley, Maureen. Pauline et Hindley sont arrivés dans la lande et Brady s'est arrêté derrière elle. Hindley a rassuré Pauline en lui disant qu'il les aidait aussi à chercher le gant. Mais à son arrivée, Brady a emmené l'adolescente et s'est rendu avec elle dans un endroit caché et isolé, tandis que Hindley attendait dans la camionnette. Il est revenu seul, après 30 minutes, et a emmené sa petite amie à l'endroit où Pauline agonisait, ses vêtements en désordre. Les blessures à sa gorge comprenaient une incision de 10 cm au niveau de son larynx, qui l'avait presque décapité. La blessure de 10 cm avait été infligée avec une force considérable. Son collier et le col de son manteau avaient été enfoncés dans la blessure. Lorsque Hindley a demandé à Brady s'il avait violé Pauline, il a répondu « Bien sûr que je l'ai fait ». Après la mort de Pauline,
Hindley est resté avec le corps pendant que Brady allait récupérer une pelle, qu'il avait cachée non loin de là lors d'un des précédents voyages du couple dans la région. Pendant qu'il enterrait le corps, Hindley est retourné à la camionnette. Bien qu'elle ait ensuite nié avoir participé activement au viol et au meurtre de Pauline, Brady affirmait qu'elle avait pris part à l'agression sexuelle. Peu de temps après sa disparition, une enquête policière a été lancée, bien qu'elle ait peu progressé. Personne n'avait vu Pauline au moment de sa disparition. Son petit ami, David Smith, âgé de 15 ans, a été le principal suspect dans son affaire pendant un certain temps en raison de ses antécédents criminels, notamment pour coups et blessures et cambriolage. Sa première infraction concernait des blessures infligées intentionnellement alors qu'il n'avait que 11 ans. Cependant, David a ensuite été innocenté de toute implication. Pendant plusieurs mois, Hindley et Brady sont restés discrets après le meurtre de Pauline. Puis, dans la soirée du 23 novembre, ils ont frappé à nouveau. Ils ont repéré John Kilbride, âgé de 12 ans, sur un marché de la ville d'Ashton-under-Lyne, et lui ont proposé de le ramener chez lui, affirmant que ses parents pourraient s'inquiéter de le voir dehors si tard. Ils lui ont également promis une bouteille de Xérès. Une fois à l'intérieur de la Ford Anglia louée par Hindley, Brady a dit qu'il devrait faire un détour par leur maison sur Bannock Street pour récupérer le Xérès. Cependant, alors qu'il s'approchait de cet endroit, il a suggéré un autre détour pour retrouver le gant perdu de Hindley dans le centre commercial. À Saddleworth Moor, Brady a emmené John et s'est dirigé vers un endroit calme et isolé, loin de Hindley, pendant qu'elle attendait dans le véhicule. Brady a agressé sexuellement John et a tenté de lui trancher la gorge avec une lame dentelée de 15 cm avant de l'étrangler avec une ficelle ou un lacet. Après la disparition de John, une vaste recherche a été lancée pour le retrouver. Plus de 700 dépositions ont été recueillies par la police et 500 avis de recherche ont été imprimés et distribués. 8 jours après sa disparition, 2000 bénévoles ont fouillé des bâtiments abandonnés et des terrains vagues à la recherche de l'enfant disparu. Hindley aurait loué une camionnette le 21 décembre, environ un mois après la mort de John, pour s'assurer que les lieux d'enterrement de John et de Pauline n'avaient pas été dérangés. La prochaine victime du couple fut Keith Bennett, âgé de 12 ans. En début de soirée, le 16 juin 1964, Hindley demanda à Keith de l'aider à charger des cartons dans un véhicule, lui disant qu'elle le ramènerait chez lui ensuite. Le jeune garçon se rendait à pied chez sa grand-mère à Longsight, Manchester. Il accepta de l'aider et ensuite, Hindley le conduisit au centre commercial. Brady, qui se trouvait à l'arrière de la camionnette, emmena Keith chercher le gant perdu de Hindley. Comme lors des meurtres précédents, Brady revint seul, 30 minutes plus tard, tenant une pelle. Il a dit à Hindley qu'il avait agressé sexuellement et étranglé Keith avec un morceau de ficelle. L'enquête sur la disparition de Keith, comme les autres, fut relativement brève. Son beau-père, Jimmy Johnson, est devenu un suspect et a été interrogé à 4 reprises au cours des 2 années suivantes. Les détectives ont fouillé sous les planches du plancher de la maison familiale à la recherche des restes de Keith, mais ils ont découvert à la place que toute la rangée de maisons était reliée par en dessous. Cela les a amenés à fouiller toute la rue à la recherche du garçon de 12 ans disparu. Mais leurs tentatives pour le retrouver sont restées vaines. 2 mois plus tard, le 15 août, la sœur d'Hindley, Maureen, a épousé David Smith, le même David Smith qui sortait avec Pauline Reed au moment de sa disparition. Le mariage du couple a été rapidement organisé et a eu lieu à la mairie, car Maureen était déjà enceinte de 7 mois. Les Hindley n'ont pas assisté à la cérémonie. Nyra n'approuvait pas le mariage, tandis que leur mère avait honte que Maureen soit tombée enceinte hors mariage. Après leur mariage, le couple a emménagé chez le père de David. Le lendemain, Brady a proposé que lui, David et les 2 sœurs aillent à Windsor pour la journée. C'était la première rencontre entre Brady et David, et ils semblaient bien s'entendre. Brady a été impressionné par l'attitude de David, tandis que David a payé la nourriture et les boissons de son beau-frère pendant le voyage, alors qu'ils discutaient de la société, du socialisme et de la possibilité de braquer une banque. C'était le premier de nombreux voyages en groupe, et tandis que Mayara se rapprochait de Maureen, elle devenait méfiante et quelque peu jalouse de la relation entre David et Brady. Peu de temps après, Brady, Hindley et sa grand-mère ont été relogés dans le cadre des opérations de résorption des taudis d'après-guerre à Manchester, et ils ont emménagé dans une maison au 16 avenue Wardlebrook, dans le lotissement de Hattersley, dans le Cheshire. Là, ils se sont liés d'amitié avec une fille de 11 ans qui vivait à proximité, Patricia Hodge,
qui accompagnait régulièrement le couple lors de leurs excursions sur la lande de Saddleworth, où ils ramassaient de la tourbe. C'était une pratique courante pour les habitants du lotissement à l'époque, car la terre des jardins était pleine d'argile et de gravats de construction, et la tourbe permettait de l'améliorer. Patricia n'a jamais été blessée pendant la série de meurtres du couple, probablement parce qu'elle vivait à proximité et qu'elle avait l'habitude de passer du temps avec eux, ce qui aurait facilité le travail de la police pour relier sa disparition au couple. C'était le 26 décembre 1964, lorsque le couple est sorti chercher leur prochaine victime. Leslie Ann Downey, âgée de 11 ans, était seule à une fête foraine à Oncoats, un quartier de Manchester. Le couple s'est approché de la jeune fille et a délibérément laissé tomber une partie de leurs achats devant elle, avant de lui demander de l'aide pour les porter jusqu'à leur voiture, puis jusque chez eux. Plus tôt dans la journée, Hindley avait emmené sa grand-mère chez un parent et l'avait obligée à y passer la nuit, refusant de la laisser rentrer chez elle. À leur domicile sur l'avenue Wardlebrook, Leslie a été déshabillée, bâillonnée et forcée à poser pour des photos avant d'être agressée sexuellement, puis assassinée. Le lendemain matin, le couple a emmené le corps de la fillette de 10 ans sur la lande et l'a enterré dans une tombe peu profonde. Malgré des recherches approfondies menées par la police, aucune trace de Leslie n'a été retrouvée dans les mois qui ont suivi. Le lendemain de sa mort, la grand-mère de Hindley a été autorisée à retourner sur la propriété. En février 1965, Patricia Hodges avait cessé de rendre visite, mais le couple restait proche de la sœur et du beau-frère de Hindley. David rendait régulièrement visite au couple à Wardlebrook Avenue, et il entretenait une bonne relation avec Brady, qui lui donnait des livres à lire, et discutait avec lui de meurtres, de vols et d'autres crimes. Aux alentours du 23e anniversaire de Hindley, à l'été 1965, Maureen et David ont été relogés dans un immeuble à Underwood Court, près de Wardlebrook Avenue. En conséquence, ils sont devenus encore plus proches et ont passé encore plus de temps ensemble. Cependant, lorsqu'ils se retrouvaient, c'était généralement Brady qui en fixait les conditions. La dernière victime de Hindley et Brady fut Edward Evans, âgé de 17 ans, qui a péri le 6 octobre 1965. Hindley a conduit Brady à la gare centrale de Manchester pour qu'il puisse chercher une victime. Il est réapparu avec Edward, un apprenti ingénieur du quartier d'Hardwick, et a présenté Hindley comme sa sœur. Brady affirmera plus tard qu'il avait abordé Edward pour une relation sexuelle consentie. Lui et Hindley ont raccompagné Edward chez lui, et ils ont partagé une bouteille de vin. Brady a donné un somnifère à la grand-mère de Hindley, pour qu'elle ne se réveille pas pendant la suite de la soirée. Plus tard, Brady a envoyé Hindley chercher David, qui a maintenant 17 ans. Hindley, bien qu'elle soit préoccupée par leur relation, car elle pensait que cela compromettrait la sécurité du couple, a obéi et est revenue avec son beau-frère. Plus tard, lorsqu'il a parlé à la police, David s'est souvenu. « J'ai attendu 1 minute ou 2, puis soudain, j'ai entendu un cri perçant. On aurait dit une femme, vraiment aiguë. Puis les cris ont continué, les uns après les autres, très fort. Puis j'ai entendu Myra crier « David, aide-le !» très fort. En entrant en courant, je suis resté figé dans le salon et j'ai vu un jeune garçon. Il était allongé avec la tête et les épaules sur le canapé et ses jambes étaient sur le sol. Il était allongé sur le dos. Yann se tenait au-dessus de lui, lui faisant face, avec ses jambes de chaque côté de celle du jeune garçon. Le garçon criait toujours. Yann avait une hachette à la main. Il la tenait au-dessus de sa tête et il a frappé le garçon du côté gauche de la tête avec la hachette. J'ai entendu le coup, c'était un coup terriblement violent, c'était horrible à entendre. Ensuite, il a regardé Brady étrangler Edward à mort avec un morceau de câble électrique. Pendant la lutte, Brady s'est foulé la cheville et le corps d'Edward était trop lourd pour que David puisse le porter seul. Alors ils l'ont enveloppé dans du plastique et l'ont placé dans la chambre d'amis en promettant que le beau-frère de Hindley reviendrait le lendemain avec la poussette de son bébé qu'ils utiliseraient pour mettre le corps dans la voiture afin de pouvoir s'en débarrasser dans la lande. Mais David ne tiendrait jamais sa promesse. Après le meurtre, David est rentré chez lui. Il était environ 3 heures du matin lorsqu'il est arrivé, et sa femme Maureen lui a proposé de lui faire une tasse de thé. Il l'a bu avant de vomir, puis il a raconté à Maureen ce qu'il avait vu cette nuit-là. Il est resté éveillé jusqu'à l'aube, et à 6h10, il a quitté sa maison pour se rendre à une cabine téléphonique du quartier, où il a appelé le commissariat de Hyde et leur a raconté les événements de la nuit précédente.
Le surintendant Bob Talbot de la division de police de Stalybridge s'est rendu au domicile des Hindley en compagnie d'un détective sergent. Il est allé à la porte arrière de la maison et a demandé à Hindley si son mari était à la maison. Elle a répondu qu'elle n'avait pas de mari, puis a conduit l'officier dans le salon où Brady écrivait à son employeur au sujet de sa blessure à la cheville. Talbot a expliqué qu'il enquêtait sur un acte de violence impliquant des armes à feu, qui avait eu lieu la nuit précédente, et il a inspecté la maison. La police a demandé à entrer dans la chambre d'amis, qui était verrouillée, mais Hindley a affirmé que la clé se trouvait sur son lieu de travail. Lorsque les agents ont proposé d'aller la chercher, Brady lui a dit de remettre la clé à la police, ce qu'elle a fait. Lorsque les agents sont revenus, ils ont arrêté Brady, le soupçonnant de meurtre. Il a pourtant soutenu qu'Eddie et lui s'étaient disputés et que la situation avait dégénéré. Cependant, les agents ne l'ont pas cru et l'ont emmené pour un interrogatoire. Brady a affirmé que lui et Edward s'étaient battus, puis que lui et David avaient tué Edward. Il a également déclaré que Hindley n'avait fait que ce qu'on lui avait dit de faire. Hindley, quant à elle, n'a pas été arrêtée immédiatement, mais elle a exigé d'accompagner Brady au commissariat et a emmené son chien, Puppet, avec elle. Elle a refusé de faire toute déclaration concernant la mort d'Edward, se contentant d'affirmer qu'il ne s'agissait que d'un accident, et elle a été autorisée à rentrer chez elle plus tard dans la journée, à condition de revenir au commissariat le lendemain matin. Au cours des 4 jours suivants, Hindley s'est rendu à Millwoods et a demandé à être licenciée afin de pouvoir toucher des allocations chômage. Pendant qu'elle était là, elle a trouvé une enveloppe appartenant à Brady, qu'elle a brûlée dans un cendrier. Elle a ensuite affirmé qu'elle ne l'avait pas ouverte, mais pensait qu'elle contenait des plans pour un braquage de banque. Le 11 octobre, Hindley a été arrêtée, placée en garde à vue et inculpée en tant que complice du meurtre d'Edward Evans. Elle a été placée en détention provisoire à la prison de Sa Majesté de Risley. Des enquêteurs ont commencé à soupçonner que le couple avait plus d'une victime lorsqu'ils ont fouillé leur maison sur Wardlebrook Avenue et sont tombés sur un carnet contenant le nom de John Kilbride. Ils ont de nouveau porté leur attention sur David, qui leur a dit que Brady lui avait demandé de lui rendre tout ce qui pourrait l'incriminer, y compris les nombreux livres sur des sujets controversés, comme le meurtre et la torture. Il a ensuite rangé les objets dans une valise. David, cependant, n'avait aucune idée d'où Brady avait emmené les valises par la suite, bien qu'il ait remarqué que son beau-frère avait une obsession pour les gares ferroviaires. Le 15 octobre, les autorités se sont rendues à la gare et ont découvert que la consigne de la gare conservait les valises de Brady. Ils avaient trouvé le ticket de consigne à l'intérieur du livre de prière de Hindley. À l'intérieur d'une des valises, ils ont découvert 9 photos pornographiques de Leslie Downey, ainsi qu'un enregistrement audio de 16 minutes d'une fille en train de crier, de pleurer et de supplier qu'on la laisse rentrer chez sa mère. Les voix de Hindley et de Brady étaient également clairement audibles sur la bande. En cherchant plus d'informations sur Hindley et Brady, les forces de l'ordre sont tombées sur leur voisine Patricia Hodges, qui a maintenant 12 ans. Elle leur a dit qu'elle avait été emmenée sur la lande de Saddleworth à plusieurs reprises, et elle a pu indiquer aux autorités les endroits préférés du couple. Cela les a aidés à restreindre les endroits où ils devaient chercher des preuves, et, le 16, ils ont découvert un os du bras dépassant du sol. On pensait à l'origine qu'il s'agissait de celui de John Kilbride, mais c'était en fait celui de Leslie Downey. Son corps était encore identifiable, et sa mère a reconnu ses vêtements, qui avaient été entassés dans sa tombe à ses pieds. En fouillant davantage dans les valises de Brady, les policiers ont également découvert des images de certains endroits sur la lande. David Smith a dit à la police que son beau-frère s'était vanté d'avoir des preuves photographiques de plusieurs meurtres, et les enquêteurs ont donc pensé que ces photos représentaient des lieux d'inhumation. Et ils ont demandé l'aide des habitants, connaissant bien la région, pour identifier ces endroits. Le 21 octobre, les autorités ont retrouvé le corps de John Kilbride, âgé de 12 ans. Ce même jour, Hindley et Brady ont comparu devant le tribunal de magistrats de Hyde. Ils ont tous les deux été inculpés pour la mort de Leslie et amenés séparément l'un de l'autre. Ils ont ensuite chacun été placés en détention provisoire pour 1 semaine. 7 jours plus tard, ils ont de nouveau comparu brièvement devant le tribunal pendant 2 minutes et ont encore été placés en détention provisoire. Pendant ce temps, les enquêteurs soupçonnaient que le couple était impliqué dans plus de 3 disparitions, mais les recherches ont été interrompues après la découverte des restes de John Kilbride, car on approchait du mois de novembre et les conditions météorologiques se dégradaient. Lorsqu'on l'a confronté à l'existence des photographies de Leslie, Brady a déclaré qu'il avait pris les images,
mais qu'elle avait été amenée chez lui, puis emmenée à nouveau par 2 hommes non identifiés. Il a affirmé que la fillette de 10 ans était vivante lorsque les hommes l'ont emmenée. Au 2 décembre, Brady avait été inculpé du meurtre de John, Leslie et Edward. Hindley a été inculpé pour les meurtres de Leslie et Edward et comme complice de meurtre dans l'affaire de John Kilbride. Lors de leur audience de renvoi, les accusations de meurtre sont restées les mêmes pour les 2 parties, mais Hindley n'a pas été inculpée comme complice de meurtre. À la place, elle a été inculpée pour avoir hébergé Brady en sachant qu'il avait tué John. Pendant une période de 11 jours, la procédure s'est poursuivie devant 3 magistrats. À la fin de l'audience, le couple a été renvoyé en jugement aux assises de Chester. Dans la période précédant le procès, la police a décidé que Puppet, le chien de Hindley, devait être examiné afin qu'il puisse déterminer son âge. Comme de nombreuses photos prises sur la lande montraient Puppet, parfois chiot, ils pensaient que connaître son âge les aiderait à déterminer quand les images avaient été prises. Cependant, Puppet a été placé sous anesthésie générale pour l'examen, et il ne s'est pas réveillé. Hindley était furieuse et a accusé la police d'avoir tué son chien. Les enquêteurs ont noté que c'était la première fois qu'ils la voyaient vraiment bouleversée. Dans une lettre à sa mère, Hindley a exprimé son chagrin concernant la mort de son chien, écrivant « J'ai l'impression que mon cœur a été déchiré en morceaux. Je ne pense pas que quoi que ce soit pourrait me faire plus de mal que cela. La seule consolation, c'est que quelque idiot aurait pu mettre la main sur Puppet et lui faire du mal. » Le procès a commencé le 19 avril 1966 et a duré 14 jours. Des écrans de sécurité ont été installés pour protéger Brady et Hindley, et ils ont tous 2 été défendus par des avocats expérimentés. Le procureur général Sir Alwyn Jones a dirigé l'accusation, tandis que le juge Fenton Atkinson a présidé le procès. David Smith était le témoin principal de l'accusation. Peu de temps avant le procès, David a vendu son histoire au News of the World pour la modique somme de 20 000 livres sterling, avec un accord selon lequel il serait payé davantage à l'avenir. Il a été payé 15 livres par semaine jusqu'au procès, et une somme forfaitaire de 1000 livres sterling si sa belle-sœur et son petit ami étaient reconnus coupables. Alors que David a été interrogé à propos de cet accord par le juge et la défense, le juge a décidé que l'argent n'avait pas substantiellement influencé son témoignage. Il est resté conforme aux déclarations initiales qu'il avait faites à la police, bien que le juge Atkinson ait qualifié l'action du journal d'ingérence grave dans le cours de la justice. Hindley et Brady ont tous 2 plaidé non coupables, tandis que Brady a témoigné pendant environ 8 heures. Hindley a témoigné pendant 6 heures. Pendant le procès, Brady a admis avoir frappé Edward avec une hache, mais il a affirmé que quelqu'un d'autre l'avait tué, en soulignant que le pathologiste avait conclu que la mort d'Edward avait été accélérée par strangulation. Cependant, cela a amené le jury à le percevoir comme arrogant et pédant. Hindley, pour sa part, a nié savoir que les images trouvées dans la valise avaient été prises sur ou près des tombes des victimes du couple. Lorsqu'on lui a présenté la bande audio sur laquelle on entendait sa voix, ainsi que celle de Brady et de Leslie, Hindley a admis que son attitude envers la fillette de 10 ans avait été brusque et cruelle, mais elle a affirmé que c'était uniquement parce qu'elle craignait que les cris de l'enfant n'attirent l'attention. Elle a ensuite affirmé que, lorsque Leslie a été déshabillée, elle se trouvait en bas. Lorsque les photos ont été prises d'elle, elle regardait par la fenêtre. Et lorsque Leslie a été étranglée, Hindley faisait couler un bain. Ni Brady ni Hindley n'ont voulu admettre que c'était la voix de Leslie sur la bande, et la police a donc dû demander à sa mère de l'identifier, la forçant à écouter les derniers instants tourmentés de sa fille. Le 6 mai 1966, le jury a délibéré un peu plus de 2 heures avant de conclure que Brady et Hindley étaient tous 2 coupables de tous les chefs d'accusation. Comme la peine de mort avait été abolie, ils ont tous 2 été condamnés à la réclusion à perpétuité pour chaque meurtre. Brady devait purger 3 peines de réclusion à perpétuité, tandis que Hindley en purgerait 2, plus 7 ans pour avoir hébergé Brady en sachant qu'il avait assassiné John Kilbride. Brady a été envoyé à la prison de Sa Majesté de Durham, une prison pour hommes de catégorie B, pour purger sa peine, tandis que Hindley a été envoyé à la prison de Sa Majesté de Holloway, un établissement pour femmes et jeunes délinquantes situé à Londres, qui est aujourd'hui fermé. À la fin de leur procès, le juge Fenton Atkinson les a décrits tous les 2 comme 2 tueurs sadiques d'une extrême perversité, et a recommandé qu'ils passent un très long moment en prison
avant qu'une libération conditionnelle soit envisagée pour eux. Ils ne voyaient aucune possibilité de réhabilitation pour Brady, mais pensaient que Hindley aurait une chance une fois qu'elle serait libérée de l'emprise de son petit ami, déclarant « Bien que je croie que Brady est d'une méchanceté inimaginable, sans espoir de rédemption, je ne peux pas penser qu'il en soit nécessairement de même pour Hindley, une fois qu'elle sera éloignée de son influence. » Elle a ensuite été décrite comme un témoin calme, maîtrisé, impassible, qui mentait sans aucun remords. Après leur condamnation, les médias ont continué à tenter de relier Hindley et Brady à d'autres disparitions et meurtres non résolus. Les journaux ont suggéré que le couple meurtrier était responsable de la disparition de Stephen Jennings, un garçon de 3 ans qui a disparu dans le West Yorkshire en décembre 1962. Son corps a été découvert dans un champ en 1988 et son propre père a été condamné pour ce crime. Les médias sont devenus encore plus suspicieux lorsqu'en 2004, une rumeur s'est répandue selon laquelle Hindley avait avoué le meurtre d'une 6e victime, une adolescente. Cela a poussé la presse à soupçonner que l'enfant en question était Jennifer Teague, âgée de 14 ans, qui a disparu d'un foyer pour enfants à Oldham durant l'hiver 1964. Mais la police a mis fin à cette histoire en confirmant que Jennifer Teague était vivante et en bonne santé, selon Jean Ritchie dans son livre Myra Hindley, dans l'esprit d'une meurtrière. En 1985, Brady a déclaré au journaliste Fred Harrison qu'il avait également tué Pauline Reed et Keith Bennett. La police le soupçonnait déjà, car les 2 enfants vivaient près du couple et avaient disparu à peu près au moment où les autres crimes avaient eu lieu. En échange, il voulait être transféré dans un hôpital de haute sécurité et il voulait s'assurer que Hindley ne sortirait jamais de prison. À la suite de cet aveu, la police du Grand Manchester a rouvert l'enquête, dirigée par le chef surintendant détective Peter Topping et l'inspecteur Geoff Nutfer. La première initiative de Topping fut de rendre visite à Brady, qui résidait alors à la prison de Gartree, dans le Leicestershire, le 3 juillet 1985. Il a été rapporté que le tueur en série méprisait toute suggestion selon laquelle il avouerait d'autres meurtres. Ce n'était une surprise pour personne que Brady ait refusé de coopérer. C'était un homme sans émotion, cruel et amer, qui n'a montré aucun remords pour ce qu'il avait fait à ses victimes. Pourtant, la police a lancé une nouvelle fouille de Saddleworth Moor à la recherche d'autres corps qui restaient à découvrir. Plus d'1 an plus tard, en novembre 1986, Winnie Johnson, la mère de Keith Bennett, a écrit à Myra Hindley, qui se trouvait alors à la prison de Cookham Wood, dans le Kent, la suppliant de lui dire la vérité sur ce qui était arrivé à son fils, et la suppliant de lui révéler où son corps avait été enterré. En lisant la lettre, Hindley aurait été sincèrement ému. Une partie de la lettre de Winnie disait « Je suis une femme simple, je travaille dans les cuisines de l'hôpital Christie. Il m'a fallu 5 semaines de travail pour écrire cette lettre, car il est très important pour moi que vous la compreniez. Pour ce qu'elle est, un appel à l'aide. S'il vous plaît, mademoiselle Hindley, aidez-moi. » Quelques jours se sont écoulés avant que Topping ne décide de rendre visite à Hindley, qui avait maintenant 64 ans. Elle a refusé d'admettre son implication dans les meurtres, mais a accepté d'essayer d'aider à identifier les endroits qu'elle avait visités avec Brady. Topping était assez cynique quant aux motivations de Hindley à aider les autorités, pensant qu'elle craignait que son ancien partenaire ne coopère avec la police en premier et ne gagne la faveur du public. Néanmoins, il a été convenu qu'une visite sur les Landes avec Hindley serait précieuse et que cela l'emportait sur le risque que quelqu'un puisse la prendre pour cible pendant qu'elle était hors de prison. Ainsi, le 16 décembre, elle s'est rendue sur la lande. La route menant à la lande avait été fermée et la zone était patrouillée par 200 policiers, dont certains étaient armés. Apparemment, Hindley a eu du mal à relier les zones de Saddleworth Moor à ses souvenirs et n'a pas pu fournir d'informations utiles à la police, ce qui a conduit les médias à qualifier la situation de fiasco, de coup de publicité et de gaspillage insensé d'argent. David Smith, aujourd'hui âgé de 38 ans, a également été amené pour aider à identifier les zones de la lande qui méritaient d'être examinées. Il y a passé 4 heures. Pendant ce temps, Topping a continué à rendre visite à Hindley en prison. Le 10 février 1987, elle a officiellement avoué sa participation aux 5 meurtres. Cependant, Topping n'a pas été impressionné par cela, notant qu'il a été frappé par le fait que, dans le récit de Hindley, elle n'était jamais présente lorsque les meurtres ont eu lieu. Elle était dans la voiture,
de l'autre côté de la colline, dans la salle de bain, et même, dans le cas du meurtre d'Evans, dans la cuisine. Il a également ajouté qu'il avait eu l'impression d'assister à une grande mise en scène, plutôt qu'à un véritable aveu. Suite à son aveu, la police s'est rendue auprès de Brady, qui n'a pas cru ce qu'ils lui ont raconté lorsqu'ils lui ont dit ce qui s'était passé. Ce n'est que lorsqu'ils lui ont donné quelques détails sur la mort de Pauline qu'il a compris qu'il disait la vérité. Il leur a dit que lui aussi avouerait, à condition qu'ils lui fournissent ensuite les moyens de mettre fin à ses jours. Bien sûr, la police a refusé, et donc Brady a refusé d'admettre quoi que ce soit. Après une deuxième lettre de Winnie Johnson, Hindley a fait une nouvelle tentative pour aider la police, en visitant la lande. Les mesures de sécurité utilisées ont été considérablement renforcées cette fois-ci. Bien qu'elle n'ait pas pu localiser précisément les tombes de Keith et Pauline, elle a indiqué que les deux zones dans lesquelles la police effectuait des recherches étaient correctes. Au printemps et à l'été 1987, l'intérêt pour les recherches a commencé à diminuer. Cependant, en utilisant le souvenir que Hindley avait de pouvoir voir les rochers d'une zone de la lande appelée Holland Brown Knoll pendant que Pauline était enterrée, les enquêteurs ont pu affiner la zone dans laquelle ils effectuaient leurs recherches. Le 1er juillet, ils ont finalement découvert les restes de l'adolescente. Suite à cette découverte, Brady a fait des aveux officiels au commissaire Topping. Lui aussi s'est rendu sur la lande, après avoir annoncé à la presse qu'il souhaitait aider les autorités dans leur enquête. Mais Brady s'est rapidement perdu sur la lande et a été retiré des lieux à cause de la presse qui s'était rassemblée. Il n'a pas eu d'autre occasion d'aider les enquêteurs, et les recherches pour retrouver le corps de Keith ont été interrompues le 24 août. Dans sa déclaration à la presse après ses aveux, Hindley a parlé de ses expériences religieuses en prison, des lettres qu'elle avait reçues de Winnie Johnson, et de la raison pour laquelle elle avait nié sa culpabilité pendant si longtemps. Brady, cependant, semblait se nourrir de l'attention qu'il recevait après avoir fait sa propre déclaration. Il a écrit une lettre à un journaliste de la BBC affirmant qu'il avait tué 5 autres personnes, dont 2 en Écosse, et une femme dont il avait jeté le corps dans un canal. Mais la police n'a jamais pu trouver de preuves de ces crimes, ni de rapports concernant des corps correspondant à ces descriptions. Et donc, aucune enquête officielle n'a jamais été lancée. Hindley a clairement indiqué qu'elle n'était pas liée à ces crimes et qu'elle n'en avait aucune connaissance, s'ils avaient réellement eu lieu. Aucune des deux parties n'a été condamnée davantage pour les meurtres supplémentaires de Pauline Reed ou Keith Bennett, puisqu'elle purgeait déjà une peine de prison à perpétuité. Au cours du début et du milieu des années 2000, la police a mené de nouvelles recherches, dans l'espoir de retrouver enfin le corps de Keith Bennett, mais il n'a jamais été retrouvé. En 2012, il y a eu des spéculations selon lesquelles Brady aurait donné l'emplacement à une visiteuse, qui a ensuite été arrêtée, soupçonnée d'avoir empêché l'inhumation d'un corps sans motif légitime. Cependant, le ministère public a annoncé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites, et l'affaire a été classée. De plus, en 2017, les autorités ont demandé que 2 mallettes verrouillées appartenant à Brady soient ouvertes. Ils pensaient que les valises pouvaient contenir des indices sur l'endroit où se trouvait Keith. Cependant, cette demande a été refusée, au motif qu'il était peu probable que des poursuites soient engagées. À la prison de Durham, Brady a demandé à vivre en isolement cellulaire. Il a passé 19 ans en prison, jusqu'en novembre 1985, lorsqu'il a été diagnostiqué comme psychopathe et transféré par la suite à l'hôpital Ashworth, dans le Merseyside, un hôpital de haute sécurité pour détenus. Il aurait clairement indiqué qu'il ne voulait jamais être libéré, et personne, y compris les juges et les ministres de l'Intérieur, n'a contesté cette idée. Pendant tout son séjour à l'hôpital Ashworth, il a refusé de coopérer avec ses psychiatres. Il écrivait parfois à des journalistes et à des romanciers, et il a un jour affirmé que lui et Hindley avaient prévu d'arrêter de tuer après 1964. Selon lui, il complotait pour commettre des vols à main armée, et il avait commencé à se procurer des armes précisément pour cette raison. Brady a également dit au docteur Crowley qu'il détestait Ashworth, et il se plaignait des conditions de l'hôpital. En 1999, son poignet a été cassé, et il en a accusé le personnel. Il a ensuite entamé une grève de la faim et a été alimenté de force, avant d'être transféré dans un autre hôpital, puis de se rétablir. Il a affirmé que l'hôpital n'avait pas le droit de le nourrir de force, et a ensuite déclaré « Mayra a une maladie cérébrale potentiellement mortelle, tandis que moi,
Je dois me battre simplement pour mourir. J'en ai assez, je ne veux rien. Mon objectif est de mourir et de me libérer de tout cela, une bonne fois pour toutes. Vous voyez donc que ma grève de la faim jusqu'à la mort est rationnelle et pragmatique. Je regrette seulement de ne pas l'avoir faite il y a des décennies. Je suis impatient de quitter cette fosse à purin et ce cercueil. Le docteur Collet a affirmé que Brady regrettait de s'être fait attraper, mais pas les meurtres eux-mêmes. Il aurait estimé qu'il n'y avait aucun intérêt à présenter des excuses publiques. Mais il a essayé d'exprimer des remords par ses actes. Il a passé son temps en détention à transcrire des textes classiques en braille, et il a même proposé de donner ses reins à quelqu'un, à toute personne qui en aurait besoin, mais il en a été empêché. L'écrivain Colin Wilson, avec qui Brady échangeait des lettres, a affirmé que c'est parce que ses tentatives d'exprimer des remords lui étaient renvoyées à la figure qu'il a commencé à envisager le suicide. Une amie a envoyé à Brady 50 comprimés de paracétamol cachés dans un roman et vidés en 2006. Mais ils ont été interceptés par les autorités. Pourtant, de nombreux actes de Brady derrière les barreaux montrent un homme qui n'a aucun remords et qui ne souhaite qu'infliger de la souffrance aux autres. En 2005, il a écrit une lettre à Winnie Johnson, affirmant qu'il pouvait conduire la police jusqu'au corps de son fils, mais qui ne le permettrait pas. Il aurait mentionné Kiss par son nom dans la lettre. Inlay, pour sa part, a immédiatement fait appel de sa condamnation après le procès, mais sans succès. Elle aurait échangé des lettres avec Brady après leur incarcération jusqu'en 1971, année où elle a mis fin à leur relation. Elle a continué à correspondre avec lui pendant plusieurs mois après, mais les lettres entre eux étaient rares et espacées. Selon Inlay, elle était tombée amoureuse d'une surveillante de prison nommée Patricia Carnes. Plus tard, Inlay a demandé à ce que son statut de prisonnière de catégorie A soit changé en catégorie B, ce qui lui a été accordé. Cela lui a permis de faire une promenade à l'extérieur sous escorte, bien que la presse ait détesté qu'une des tueuses d'enfants les plus célèbres du pays bénéficie de telles libertés. À un moment donné, Inlay a tenté de s'évader de prison avec l'aide de Patricia. Mais les empreintes des clés de la prison ont été interceptées par un policier hors service. Carnes a été condamné à 6 ans de prison pour sa participation au plan. En 1977, la BBC a diffusé une émission dans laquelle 2 équipes, l'une souhaitant la libération de Inlay et l'autre s'y opposant, débattaient de l'avenir de Inlay en prison. Au départ, il avait été convenu que Inlay devait passer 25 ans en prison avant d'être envisagé pour une libération conditionnelle. Mais en 1985, le ministre de l'Intérieur a porté ce chiffre à 30 ans. À cette époque, la tueuse en série affirmait qu'elle était devenue une catholique réformée. La mère de Leslie Downey était la figure de proue d'une campagne visant à empêcher toute libération de Inlay. Après avoir avoué les 5 meurtres, le ministre de l'Intérieur David Waddington lui a imposé une peine incompressible, à perpétuité, bien qu'elle n'en ait été informée que 4 ans plus tard, en 1994. En 1996, la commission de libération conditionnelle a suggéré que Inlay soit transférée dans une prison ouverte, mais elle a rejeté cette idée. 2 ans plus tard, elle a été transférée à la prison de High Point, un établissement de sécurité moyenne. Elle a fait 3 demandes de libération entre 1997 et 2000, mais chacune a été rejetée par les tribunaux. Pendant son séjour en prison, elle a appris à jouer de la guitare, s'est mise au tricot et a obtenu un diplôme de l'Open University. Elle a également remporté un prix pour une chanson qu'elle avait écrite et enregistrée. Au cours des années 1990, Inlay aurait déclaré qu'elle avait participé au meurtre parce que Brady l'avait droguée, la faisait chanter avec des images pornographiques et avait menacé de tuer Maureen si elle ne le suivait pas. Elle a dit à son avocat à cette époque « J'aurais dû être pendu, je le méritais. Mon crime était pire que celui de Brady, parce que c'est moi qui ai attiré les enfants, et il ne serait jamais monté dans la voiture sans mon intervention. Je me suis aussi toujours considéré comme pire que Brady. » Cependant, la peine de Inlay a été remise en question en 2002. Lorsqu'un autre prisonnier, condamné à perpétuité, a contesté l'idée que le ministre de l'Intérieur soit seul à pouvoir fixer la durée minimale des peines de prison. Bien que le nouveau ministre de l'Intérieur ait ordonné que de nouvelles charges soient retenues contre Inlay pour empêcher sa libération de prison, qui semblait de plus en plus probable chaque jour, rien de pertinent n'a jamais été trouvé. Plus tard cette année-là, en novembre, il a été décidé que ce seraient les juges qui détermineraient la durée d'emprisonnement d'un criminel et non le ministre de l'Intérieur. Mais le 15 novembre 2012, Inlay, âgé de 60 ans, est décédé d'une pneumonie bronchique à l'hôpital de West Suffolk. En 1999, on lui avait diagnostiqué une angine de poitrine et hospitalisé après avoir subi un anévrisme cérébral. Une courte cérémonie a eu lieu après son décès au crématorium de Cambridge,
et aucun de ses proches n'y a assisté. Il a été rapporté que 20 pompes funèbres locales ont refusé de s'occuper de sa crémation. Ses cendres ont été dispersées au parc du comté de Stalybridge au printemps de l'année suivante par Patricia Cairns. En 2012, Brady a entamé une nouvelle grève de la faim, souhaitant mettre fin à sa propre vie. Il est décédé d'une maladie pulmonaire restrictive à l'hôpital Ashworth le 15 mai 2017, à l'âge de 79 ans. Une enquête a conclu qu'il était décédé de cause naturelle et non à la suite de sa grève de la faim. Il a été incinéré sans cérémonie et ses cendres ont été dispersées en mer, bien qu'il aurait souhaité qu'elles soient répandues sur la lande de Saddleworth, ce qui a provoqué la fureur du grand public et des familles de ses victimes. Ian Brady et Myra Hindley n'étaient pas seulement responsables des horribles agressions sexuelles et meurtres de 5 enfants, et d'avoir infligé une profonde souffrance aux familles de leurs victimes, mais aussi d'avoir causé des dommages durables aux personnes qui les entouraient. David Smith, après le procès, est devenu détesté par les habitants de Manchester, parce qu'il a tiré profit des meurtres. De plus, pendant l'audience, Maureen, qui était enceinte de 8 mois à l'époque, a été agressée dans l'ascenseur de l'immeuble où elle vivait avec David. Leur domicile était fréquemment vandalisé et ils recevaient régulièrement du courrier haineux. Maureen a déclaré plus tard qu'elle ne pouvait pas, et qu'elle avait peur de laisser ses enfants hors de sa vue pendant qu'ils grandissaient. David a passé quelque temps en prison, après avoir poignardé un homme lors d'une bagarre en 1969. Il a été derrière les barreaux pendant 3 ans, et leurs enfants ont été placés en famille d'accueil. Maureen, quant à elle, a quitté leur maison commune pour s'installer dans un logement d'une seule chambre. Elle a commencé à travailler dans un grand magasin, mais a continué à souffrir alors que des campagnes et des pétitions prenaient de l'ampleur pour demander son expulsion du quartier où elle vivait. Elle n'a reçu aucun soutien de sa famille, car leur mère soutenait Myra pendant le procès. Après que David soit sorti de prison, à l'âge de 24 ans, il a emménagé avec une fille de 15 ans, qui est devenue plus tard sa deuxième épouse. Il a également pu obtenir la garde de ses 3 enfants. Lui et Maureen ont divorcé en 1973. Et elle a ensuite épousé un chauffeur de camion avec qui elle a eu une fille. Maureen a finalement fait la paix avec sa mère. Et elles ont rendu visite à Hindley en prison. Mais Maureen est décédée en 1980 d'une hémorragie cérébrale. Lors de ses funérailles, le père de John Kilbride a tenté d'attaquer la fille du mari de Maureen issue d'un précédent mariage, la prenant pour Hindley. Winnie Johnson, la mère de Keith Bennett, a continué à se rendre sur la lande de Saddleworth à la recherche de signes du corps de son fils, jusqu'à sa mort en août 2012. En 1987, le conseil local a décidé de démolir la maison de Brady et Hindley sur Wardlebrook Avenue, en raison de l'intérêt excessif des médias qui causaient des désagréments aux habitants. Il est à noter que, bien que Brady ait été celui qui agressait sexuellement les enfants et tenait l'arme du crime, Hindley a reçu une grande partie du blâme et l'essentiel de la haine du grand public, ce que n'ont pas arrangé ses tentatives répétées d'obtenir sa libération, ni par le fait qu'elle a attendu environ 20 ans avant d'avouer sa participation au crime. Pour beaucoup de gens à l'époque, sa participation à des actes de violence aussi brutaux et cruels a été un véritable choc. Même aujourd'hui, les gens ont du mal à accepter l'idée qu'une femme puisse être agressive et commettre des crimes horribles. L'auteure, Helena Birch, a décrit Hindley comme étant synonyme de l'idée du mâle féminin. Ce qui a motivé Hindley, qu'elle ait vraiment été menacée et victime de chantage par Brady, ou qu'elle ait voulu satisfaire ses propres pulsions sinistres, nous ne le saurons probablement jamais. De même, le degré de son implication dans les crimes restera flou. Nous n'avons vraiment que sa parole sur l'étendue de sa participation. Brady, quant à lui, semble présenter les caractéristiques de la plupart des tueurs en série. Une absence flagrante de culpabilité, une attitude provocatrice envers ses victimes, et un désir de pouvoir et de notoriété. La cruauté de Myra Hindley et Ian Brady se fait encore sentir aujourd'hui. Et bien qu'ils aient avoué 5 meurtres, beaucoup pensent qu'il y a encore d'innombrables autres victimes à découvrir.